Je vais vous résumer ce livre, Alcool, vin et santé. Et comme on peut voir en première page, découvrez pourquoi une consommation modérée d'alcool, donc ça sera le but de ce livre, on ne parlera pas des addictions. Donc cette consommation modérée peut diminuer les maladies cardiovasculaires, augmenter l'espérance de vie, et est pourtant interdite dans certaines conditions. Donc on a l'impression qu'effectivement, il y a beaucoup de positifs. Et on va voir ça durant ce résumé, et je donnerai mes conclusions à la fin. C'est un petit livre d'une centaine de pages qui date de 2007, qui au niveau présentation est très bien faite, je trouve. Et du coup, voilà, effectivement toxique pour le foie et le pancréas. Donc on verra que au-delà du côté positif tel qu'on peut voir en couverture, il y a d'autres choses à prendre en compte. Alors les auteurs, Michel Delorgeril, en fait, est cardiologue. Ça expliquera un peu pourquoi on a beaucoup de choses aussi autour du côté cardiaque. Nutritionniste et également chercheur au CNRS, à la faculté de médecine de Grenoble. Et il a pratiqué dans les services de cardiologie des hôpitaux de Genève, de Montréal et de Lyon, et aussi responsable d'un laboratoire de cardiologie. Et puis Patricia Solène est diététicienne pour sa part et assistante de recherche clinique à la faculté de médecine de Grenoble. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Déjà, quand on parle d'alcool, on parle donc d'un verre en général, qui correspond à une unité d'alcool, et qui va du coup correspondre à 10 à 12 grammes d'alcool, soit un verre de vin, ou une dose de whisky, ou un demi de bière, ou un pastis, etc. Donc ça sera la base qui va être... à chaque fois qu'on parlera d'un verre, on pourra faire ces correspondances. Donc du coup, je vous montre la table des matières vue d'avion. Là, on va maintenant s'intéresser à la biologie de l'alcool, la partie physiologique, quel effet a l'alcool dans l'organisme, comment il est éliminé. Bien sûr, du coup, ce livre va s'attarder sur la partie cardiaque, les effets sur le cœur, amis ou ennemis. On parlera un peu de l'aspect cancer, et puis la partie finale, c'est autour de la diète méditerranéenne. Donc l'affirmation ici, c'est un modèle à suivre, on verra ce qu'il en est. Donc les façons de boire, effectivement, on parlait de l'aspect méditerranéen, c'est en mangeant. C'est comme ça que l'alcool et que le vin, pour être précis, un vin rouge, plutôt même un vin noir, un vin qui n'a pas grand chose à voir avec ce qui est aujourd'hui, mais ça c'est ce que j'ai pu découvrir par ailleurs. En tout cas, il était bu en mangeant. Et effectivement, on a aussi tout ce qui s'appelle le binge drinking, qui du coup là est une manière de boire rapidement sans manger. Et là par contre peut conduire à des types de problèmes cardiaques soudains. Par exemple, les urgences anglaises connaissent bien les vendredis soirs, bien arrosés et de manière assez violente à la sortie du travail, et tous les problèmes cardiaques que cela peut amener. Donc c'est une anecdote, mais pas que, pour comprendre aussi, si on retient l'alcool est bon pour le cœur, eh bien évidemment non, puisque ça dépend de quel alcool et ça dépend aussi de quelle manière on le boit. Alors comment l'alcool se transforme dans le corps en fait? Sur ce petit schéma, un fonctionnement qui est important, qu'on ne va pas rentrer détailler énormément puisque ça pourrait être un peu compliqué, mais en tout cas l'éthanol qui est la forme basique de l'alcool tel qu'ingéré dans n'importe quel produit alcoolisé, cet éthanol va se transformer dans le corps suivant deux voies. Il y a une première voie à travers une enzyme ADH qui va du coup métaboliser normalement en théorie 90% de l'éthanol, et puis il y a une autre voie avec un cytochrome qui va plutôt représenter 10% de la transformation. Et puis on va avoir cet acétaldéhyde qui lui est vraiment toxique pour les mitochondries entre autres. Il va diminuer le glutathion qui est un antioxydant fondamental, donc un élément essentiel pour tout ce qui est immunité par exemple. Donc cet acétaldéhyde va lui être à nouveau transformé en acétate qui du coup lui est utilisable directement par les cellules comme simple combustible suivant deux autres voies. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le foie surtout qui va être à l'origine de l'ADH et de cette voie principale, qui représente en théorie 90%. Mais ça dépend bien évidemment de la santé du foie, de la masse totale disponible d'enzymes au niveau du foie,
Et c'est aussi déterminé par une foule d'autres paramètres, que ce soit le régime alimentaire, le niveau de fatigue, etc. Sachant aussi qu'une consommation forte et chronique tend à réduire cette voie-là. Et donc la voie CYP, qui ne représente normalement que 10%, métabolise l'éthanol en acétylaldéhyde et va produire des radicaux libres, qui eux sont potentiellement très toxiques pour les toxines. Et du coup cette voie-là, normalement elle est peu utilisée, mais elle va être augmentée par l'obésité, le diabète ou la conso excessive d'alcool. Et si cette voie est favorisée, les méfaits de l'alcool sur notre santé seront importants. Donc rien qu'à partir de là, on peut comprendre que 90% en théorie et quelque part tout va bien, mais quand on a cité les cas d'obésité ou de diabète, ou de syndrome métabolique, et bien comme on sait que de plus en plus de personnes sont touchées par ça, on va du coup avoir potentiellement un effet négatif de l'alcool à cause de ça. Et pareil, si le régime est riche en acides gras polyinsaturés, cet effet du CYP sera multiplié par 5 voire 10. Donc c'est vraiment essentiel. Et à l'opposé, des substances présentes dans certains légumes comme les crucifères ou l'ail seraient un puissant inhibiteur du CYP. Voilà. Donc plus l'alimentation est riche en antioxydants, mieux c'est. Ça c'est une première conclusion de cette partie physiologique. Donc bien sûr, un régime de type méditerranéen sera avantageux. Après, il nous explique que nous ne sommes pas tous égaux devant l'alcool. Donc nous avons tout à l'heure vu la LDH, qui du coup va être une voie intéressante pour continuer de transformer l'alcool en des composés non agressifs. Et cette LDH est présente dans de nombreux organes qui du coup pourront avoir la capacité de neutraliser l'acétaldéhyde. Et du coup, certaines personnes sont déficients en ALDH, les asiatiques par exemple. Donc pour ceux qui ont pu les côtoyer lors de soirées ou d'occasions de pouvoir avoir des boissons alcoolisées, on se rend compte très rapidement effectivement de rougeur faciale, et puis ils pourront être amenés à avoir des nausées ou des maux de tête. Et ces personnes-là s'exposent particulièrement à des risques plus élevés avec des cancers de l'estomac ou de l'œsophage. Donc on parlait des asiatiques, maintenant d'autres personnes autour de nous peuvent être déficients en ALDH. Ce qu'il y a à retenir ici, c'est la très grande variabilité individuelle face à l'alcool. Et ça c'est essentiel, il n'y a pas d'affirmation, j'ai entendu que, j'ai vu un tel, il buvait de l'alcool, il s'est très bien porté. Nous sommes tous différents. Et le conseil dans le livre, c'est toujours rester en dessous des doses où nous avons l'impression d'être allé trop loin. Ça c'est une première subjectivité qui fait que quand on s'observe, effectivement, on sait bien les fois où, que ça soit au moment de ou le lendemain, on s'est rendu compte qu'il y avait eu X verres de trop. Donc il sera utile de se rappeler pour les fois suivantes, tout simplement. On saura aussi qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Par exemple, l'ADH des femmes est moins actif. Du coup, à quantité d'alcool égale, on aura des résidus dans le sang qui seront différents à cause de ce principe. Et la masse musculaire aussi des femmes étant moins importante, c'est une voie aussi qui fait qu'il y aura moins de distribution d'éthanol vers les cellules. Au niveau des effets psychosociaux, en général, on constate que les femmes consomment 5 à 6 fois moins que les hommes. Donc effectivement, ça peut faire des grosses différences à l'arrivée quand on constate les effets sur la santé. Après, l'alcool fait-il digérer? Donc là, dans le livre, on dit, oui, à dose modérée, l'alcool augmente les sécrétions acides de l'estomac. Bon, du coup, ça peut dépendre de quel type de nourriture on vient d'ingérer, puisque l'acide sert surtout à digérer les protéines. Et aussi, c'est vrai pour le vin, la bière et d'autres boissons fermentées. Mais ce n'est pas vrai si la fermentation a été suivie d'une distillation, qui du coup va éliminer des principes de fermentation. On constate aussi qu'il y a moins d'ulcères, mais plus de RGO. Donc voilà, ça peut aussi dépendre de quel type de digestion ou de pathologie, on dira, potentiellement au niveau de l'estomac. Il y a une action hormonale aussi qui est très importante, puisque une consommation modérée tend à augmenter les concentrations d'hormones féminines, les oestrogènes en particulier. Et donc, il faut se méfier par rapport
rapport à la ménopause et par rapport au cancer du sein aussi, par exemple. Les femmes profitent plus que les hommes des effets bénéfiques de l'alcool par leur consommation modérée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comme ils sont plus modérés, et qu'on verra des fois qu'à partir d'un verre par semaine, on peut avoir des effets intéressants, du coup les femmes auraient tendance à profiter plus des effets bénéfiques. Quel est l'impact de l'alcool sur les vitamines et les minéraux? Eh bien, l'absorption intestinale de certaines vitamines, B1 entre autres, est probablement diminuée sous l'effet de l'alcool à forte dose. Et en cas de vin à dose modérée et durant les repas, du coup, la vitamine B1 ne serait plus problématique quant à son assimilation. Il y a une étude danoise qui montre que à forte dose, on a un risque augmenté de fracture du col du fémur, sauf dans le cas du vin. Donc c'est quelque chose qui reviendra assez souvent. Quand on parle d'alcool, le vin est vraiment quelque chose à part entière. C'est pour ça qu'il est mis en avant aussi dans le paradoxe français. Mais ça, on va y revenir. L'ostéoporose aussi peut être diminuée par l'apport d'un verre de vin chez les femmes ménopausées. Alors, est-ce que l'alcool fait grossir? Bon, bien sûr, s'il y a un abus, comme l'alcool se substitue aux nutriments, qu'ils soient macro ou micro, eh bien on aura des troubles métaboliques, voire du coup des possibles amaigrissements. Donc là aussi, il y a un paradoxe, ce sont des calories vides, mais tout dépend quelque part de l'alimentation aussi et de l'hygiène de vie autour. Et ce qui fait dire que la relation entre l'alcool et le poids n'est pas directe. Et qu'en tout cas, l'impact est faible pour une consommation modérée. Après, on a le chapitre du fait qu'il est toxique pour le foie et le pancréas. Donc ça, c'est une chose indéniable et très importante. La dose toxique pour le foie peut être relativement faible pour certains d'entre nous. Ça, c'est vraiment à prendre en compte. Du coup, il faut s'observer, il faut se connaître, il faut faire quelque part une approche de terrain pour savoir quelles sont nos faiblesses. Est-ce que le foie ou le pancréas font partie de nos faiblesses? Et dans ce cas, il conviendra d'être très méfiant par rapport à tout ce qui contient de l'alcool. Par exemple, il est dit que la mortalité par cirrhose est 30% plus élevée dans le nord, qui boit plus de bière, qu'au sud, qui boit plus de vin. On va retrouver cette différence entre les types d'alcool. Donc on ne sait pas bien à l'époque si la toxicité du vin était inférieure ou si c'était les polyphénols, entre autres, présents dans le vin, qui protégeaient les tissus hépatiques de la toxicité de l'éthanol. Donc voilà, comme beaucoup de choses, la compréhension est encore aujourd'hui très imparfaite et très incomplète pour pouvoir avoir des conclusions très affirmées sur tous ces sujets. Et le pancréas, quant à lui, il est susceptible d'être attaqué par des espèces radicalaires générées par les excès, qui peut entraîner des pancréatites aiguës et chroniques. Donc un sujet très sensible. Quant au cœur, eh bien voilà, le cœur, c'est un peu le cœur du sujet du livre, c'est le cas de le dire. Voilà une courbe en J qui est expliquée dans ce livre, en fait, qui montre que le plus bas niveau de risque par rapport au côté cardiovasculaire est obtenu en gros avec 3 verres d'alcool par jour, et plutôt du vin rouge, et pour les hommes donc, et 2 verres pour les femmes. Mais aussi, pour certaines populations, certaines personnes, un effet protecteur est visible dès 1 verre par semaine. Donc voilà, là encore, aucune conclusion directe sur ce que l'on peut en tenir comme comportement par rapport à cette boisson, puisque ça va dépendre de chaque personne. Dans tous les cas, la consommation de vin est associée à une réduction de 30 à 50% du risque de récidive par rapport aux problèmes cardiaques, mais il y a très peu d'études. Et certains chercheurs avancent que les buveurs seraient protégés plutôt par leur mode de vie en général, donc des corrélations avec des personnes qui du coup auraient moins de tabac et plus d'exercice physique, et par aussi leur position sociale. Donc comme souvent, il y a un aspect, juste une fenêtre pour observer les choses, et puis ne pas oublier de prendre du recul pour voir l'aspect complet. Alors, augmenter l'espérance de vie, comme indiqué sur la première page, effectivement, il y a un chapitre qui explique que la consommation de 3 verres de vin par jour protégerait de la mort subite.
Par contre, il convient de faire attention aux autres facteurs de risque, avec entre autres le manque d'acides gras essentiels qui peuvent aussi, qui ne pourront pas être compensés par l'alcool. Et après, on va vous parler des oméga 3. Donc l'alcool, mais sûrement beaucoup plus le vin, agirait sur le métabolisme des oméga 3, avec une augmentation dans le sang et des tissus du cœur. Donc là, c'est issu aussi de toutes ces études autour de l'aspect cardiaque. Un apport modéré d'alcool aurait un avantage, par exemple, au niveau du myocarde, avec entre autres les oméga 3 qui seraient du coup plus présents. C'est un paradoxe aussi. Après, il va nous parler de l'hypertension artérielle. Donc du coup, à faible dose, 1 verre à 2 verres, il n'y a pas d'effet. Par contre, supérieur à 2 verres, on a une augmentation quand même de l'hypertension qui est proportionnelle aux quantités ingérées. Il dit par exemple, un buveur régulier de 6 à 8 verres voit sa pression chuter de 10 mm de mercure à son arrêt. Et le risque est supérieur si on boit sans manger. Donc l'avantage est surtout pour les buveurs de vin avec les polyphénols qui seraient protecteurs de l'endothélium artériel et qui permettraient aussi d'augmenter la production de composés vasodilatateurs. Par rapport au cholestérol, il y a des études contradictoires sur le LDL et sur le HDL, il y aurait consensus. Plus on boit, plus les HDL sont hauts. Et ainsi que les triglycérides aussi, qui sont systématiquement augmentés avec la prise d'alcool. Le diabète de type 2, en fait, le risque de développer un diabète de type 2 chez les sujets à risque, donc les sujets qui sont plutôt en surpoids ou déjà développant des résistances à l'insuline, et ben c'est minimal chez les buveurs modérés. Donc, par rapport au diabète, ben ça va dépendre encore de notre cas. Il parle de la bière par rapport à la goutte. Effectivement, la bière est très délétère par rapport à l'acide urique. Donc, fortement déconseillé pour ceux qui ont tendance à avoir des problèmes de goutte. Et un vin modéré à peu ou pas d'effet. Un chapitre aussi sur les cancers. Donc, certains polyphénols semblent capables d'accélérer les processus de mort cellulaire d'apoptose, donc au niveau des cellules cancéreuses. Par contre, leur fréquence augmente au-delà de 5 verres par jour. Donc du coup, on tombe sur un côté un peu négatif. On parlait du cancer du sein en introduction. Les risques augmentent de 10% pour chaque verre supplémentaire consommé par jour. Et on se rend compte que l'alimentation, c'est le paramètre fondamental par rapport à ce cancer. Et du coup, pareil, est-ce que ceux qui ont une bonne consommation de légumes et autres, avec aussi plein d'antioxydants, neutraliseraient les effets de l'alcool? Et du coup, quel est l'effet de l'alcool au milieu de tout ça? Et bien au final, on ne sait pas trop. Donc il parle après de différents types de cancers. Là, je ne vais pas m'étendre. Et son dernier chapitre, c'est la diète méditerranéenne, un modèle à suivre. Alors effectivement, les polyphénols sont intéressants. Il y a aussi d'autres études autour du thé vert qui montrent des effets bénéfiques. On passage aussi par du lait qui neutralise l'effet des polyphénols. Maintenant, c'est surtout l'intérêt pour les vins qui a été montré sur les humains avec l'augmentation de la production de l'acide nitrique qui lui est vasodilatateur et d'autres manières aussi d'obtenir l'augmentation de l'acide nitrique. Mais tout ça, c'est comparable avec l'effet des aliments riches en polyphénols. Donc ça, c'est bien la conclusion aussi de lui-même au niveau du livre. Tous les avantages du vin rouge avec ses polyphénols sont comparables avec une alimentation riche en polyphénols, donc plutôt végétale, pas trop cuite, etc. Donc voilà. Les vins et les polyphénols, en final, on a 1500 à 7000 mg par litre pour le vin rouge. Par contre, sur les blancs et les rosés, ce n'est que 150 à 600. Et ça dépend du cépage, du millésime, du terroir et des techniques de production. Je parlais tout à l'heure du vin noir pour la Grèce. On va se rapprocher des vins naturels, tels que fabriqués à l'ancienne, sans aucun apport exogène. Et c'est plutôt ces vins-là qui vont ressembler aux vins plutôt noirs, donc très foncés, très riches en polyphénol, tels que consommés à l'époque dans la Grèce antique et autour des régimes méditerranéens. Donc on ne saurait conseiller à qui veut boire des boissons alcoolisées d'adopter un régime méditerranéen.
en insistant aussi sur un point très important, c'est qu'on parle d'un régime méditerranéen tel qu'il était vécu avant, à l'époque, avec un mode de vie essentiel qui était toujours dehors avec des travaux dans les champs, et des aliments qui étaient naturels par défaut, dit autrement bio avec notre étiquette aujourd'hui. Mais voilà, c'est bien ça dont on parle, et donc ne pas là aussi se dire j'ai un régime qui ressemble de près à un régime méditerranéen parce que j'ai un peu d'huile d'olive et quelques légumes, non bio, et du coup je bois et tout va bien. Non, c'est pas la conclusion du livre. Bien sûr, il rappelle dans les interdictions par rapport à la grossesse, il y a des risques de complications, et là, du coup, effectivement, c'est exclusion complète d'alcool. Voilà, j'en arrive à mes conclusions personnelles. Moi, j'ai lu ce livre en pensant me faire un avis tranché sur le sujet, parce que l'alcool, on en parle un coup en plus, un coup en moins, et ben en fait, il n'en est rien. Et je continue à lire des études et d'autres articles, mais en tout cas, on est tous différents, et c'est ça le point clé. On peut lire par exemple des études qui montrent que l'alcool affaiblit le système immunitaire et augmente nos risques de tomber malade. Il y a une étude qui montre qu'une trop grande quantité d'alcool affecterait les cellules et favoriserait les infections virales. Bon, c'était une étude in vitro, il reste à savoir aussi comment ça se passe in vivo. Notre étude montre que plus la consommation d'alcool est élevée, plus le déséquilibre du microbiote buccal est important. Et on connaît l'importance du microbiote buccal dans la digestion des glucides, entre autres. Sinon, ce livre, du coup, est sans préjugés et met les choses carte sur table. Il explique à la fois les côtés positifs et négatifs. On a nos explications basiques intéressantes sur la physiologie, mais je trouve qu'il ne parle pas assez des effets négatifs. Il est intéressant de remarquer que l'on peut le lire en retenant les effets positifs ou les aspects négatifs à propos de l'alcool. C'est comme sur beaucoup de sujets, on va souvent pouvoir renforcer nos propres avis préalables à la lecture de ce genre de choses. On se rappellera bien qu'il reste un poison pour le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Donc, comme toujours, c'est plutôt des doses modérées et des faibles sollicitations de ces organes-là par ailleurs. Et là, l'alcool contenu dans le vin pourra passer. Mais si le foie est déjà trop sollicité et qu'on y rajoute une prise régulière d'alcool, et ben forcément les risques globaux augmentent. N'oublions pas aussi que c'est un stimulant qui a tendance à perturber le sommeil et qui entraîne aussi des hypoglycémies réactionnelles car il fait monter rapidement le sucre dans le sang. Et ça reste aussi un acidifiant pour l'organisme. Donc toutes les études ne sont pas directes quant à leur démonstration. Dans ce livre, on va souvent faire remarquer que c'est associé à l'hygiène de vie des personnes et que, en final, c'est très compliqué de savoir dans ces études comment vivent les gens tous les jours. Est-ce qu'ils ont une alimentation variée, quelle est leur boisson, quel est leur sommeil, comment ils gèrent leurs émotions, quel stress ils peuvent subir, quelles expositions aux polluants ils peuvent avoir, quels cosmétiques ils utilisent. Bref, tout notre aspect global qui bien sûr ne peut pas être pris en compte dans ce genre d'études et qui pourtant est essentiel et qui pourra faire dire un tel il boit et il est comme ci ou comme ça, mais c'est quoi le reste de son aspect global quoi. Et en fonction des sujets, parfois on parle d'effets positifs pour 3 verres par jour et parfois c'est pour 1 verre par semaine. Donc là encore, allez conclure, il faut se connaître complètement pour pouvoir conclure et il n'y aura jamais de vérité vraie il me semble sur ce genre de choses. Les études ont toujours un biais non négligeable, donc il est quand même important de se méfier. Et puis par ailleurs, bien sûr, qui a financé ces études? On peut imaginer que la filière viticole en a financé une partie. C'est pas pour jeter la pierre, mais forcément, comme toute filière dans laquelle il y a des intérêts économiques, il peut y avoir là encore des intérêts à montrer des avantages à certains moments. Donc on est centré sur les problèmes cardiaques, de par l'expérience du docteur Michel Delorgeril. Du coup, si on n'a pas de problème de cœur, et quelque part, voilà, est-ce qu'on va mettre en avant le fait de boire du vin pour se protéger de quelque chose qui n'est pas un problème pour nous? Bon, du coup, les faiblesses apportées par une consommation de ça est peut-être à mettre en avant par ailleurs. D'où l'importance, une fois encore, de bien analyser son terrain et de bien se connaître. Donc, le vin rouge, c'est le vin rouge qui offre les bénéfices. C'est très clair, c'est pas les vins blancs, c'est pas les vins rosés, et c'est pas la bière en général.
et c'est plutôt un vin naturel, ces vins noirs. Essayez de trouver les vins naturels, on commence à en trouver maintenant, renseignez-vous. Et puis découvrez aussi ce produit qui est intéressant, et là aussi pour bien sûr l'aspect global, hein, la terre, les viticulteurs qui du coup n'utiliseront plus de produits chimiques. Donc le vin naturel est quelque chose peut-être à retrouver et à remettre en avant. La France est sûrement capable aussi de progresser sur cet aspect-là. Il suffit que la demande augmente et bien sûr qu'on soit prêt à payer le coup, hein, puisque les pertes sont très élevées. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet qui est un sujet à part entière. Après, en fonction des interlocuteurs, je vais citer juste 2 exemples. J'écoutais une conférence du professeur Henri Joyeux qui à la fin termine de manière tonitruante en disant l'alcool fait digérer et il conseille un verre de vin rouge bio après le repas. Bon, voilà. Et puis un autre que j'écoutais aussi, Julien Allaire, avec ses très bons conseils globaux et sa manière aussi très sympathique de présenter les choses avec, comme il dit, sa propre vérité à lui qui n'est que la sienne et son histoire. Et lui, il dit, voilà, ça crée des fermentations du bol digestif. Et du coup, eh bien, si on boit un verre d'alcool, eh ben, il vaut mieux se prendre sous forme d'un apéro, ventre vide, au début, plutôt que boire en mangeant pour limiter cet effet. Donc voilà, 2 avis complètement opposés, avec bien sûr l'avis du livre qui dit boire durant le repas, tel qu'on le faisait lors de la diète méditerranéenne. Et bien du coup, on est perdu, on a 3 avis. Et bien au moins, une conclusion de ça, si on s'observe, quelqu'un qui va avoir tendance à avoir des ballonnements, et bien du coup va pouvoir se rappeler en disant mais tiens en fait si ça ballonne, est-ce que c'est parce que je bois mon verre de vin pendant le repas, et qu'est-ce qui se passe si je le bois peut-être à la fin du repas comme dit le professeur Henri Joyeux, ou si je bois un verre de vin à l'apéritif et en mangeant rien d'autre. Voilà, des observations, on note, on voit ce qui se passe et puis on peut avoir ses conclusions du coup. Dans tous les cas, rappelons-nous aussi que le fait d'éliminer l'alcool nous fait perdre de l'énergie vitale, ça consomme de l'énergie, donc c'est à prendre en compte aussi en fonction des périodes que l'on traverse. Et puis du coup mes conclusions vont souvent, comme souvent, et très très souvent, être toujours les mêmes, c'est si on variait, comme tant d'autres sujets, si on gardait l'alcool pour certaines occasions, entre amis, pour fêter un événement, donc le côté un peu festif, et si on restait du coup toujours en dessous de notre dose personnelle où on connaît nos limites. Donc bien sûr, ça peut être intéressant, ça peut être utile dans certains cas. N'oublions jamais qu'il y a toujours un revers à la médaille et que rester en dessous de notre dose personnelle, c'est quelque chose d'absolument, je pense, indispensable. Et soyons honnêtes avec nous-mêmes, bien sûr, savoir si on a une dépendance ou pas, mais soyons honnêtes avec notre situation d'hygiène de vie globale. Et puis, voilà, si on n'a pas de dépendance et si on garde le côté festif et ponctuel, eh bien l'alcool, on va dire, pourquoi pas. Mais apprenons à nous connaître et à nous observer. Voilà pour le résumé de ce livre.